So, distinguished guests, ladies and gentlemen, if I may have your attention, please, so that we begin the proceedings for this evening. Let me acknowledge His Excellency, the recipient and laureate for this evening, Selou Diallo. May I acknowledge Mrs. Diallo and their daughter and the delegation coming from Guinea. Let me acknowledge all of you, distinguished ladies and gentlemen, friends, and let me say the warmest welcome to an auspicious occasion as we introduce to you the winner of the FNF Africa Freedom Prize for 2022. May I say, bienvenue, mesdames et messieurs, en Afrique du Sud. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen in Südafrika and Reala Mukhela, Mudikakamasong, Zahumbieno. That is how we say the warmest welcome to what promises to be a really beautiful evening here today. Thank you for your time. So today we are here to acknowledge valor, courage, bravery, and consistency. These are the men and women who stand firm in the face of adversity, who speak truth to authority, and who are consistent in pursuance of the values they hold dear. It was in 1965 that Amilcar Cabral, a great African revolutionary from the other Guinea, Guinea-Bissau, spoke about the essence of freedom.
that freedom is not a contestation of ideas. It's a contestation for resources. Resources that help to change your quality of life, bring you peace, and change the quality of life for your children. Cabral added that when revolutionaries do it, they do it for their ancestors, those before them. They do it for their children, those to whom they are responsible today. And they do it for their grandchildren, the generations of the future. The FNF Africa Freedom Prize acknowledges the men and women who embody those values, that in pursuance of their ideals, the ultimate goal is a better life for themselves, for their children, and for the generations to come. There's a wonderful African proverb that says, those who plant trees today are providing shade for the future. Our recipient is exactly that. Somebody who's planting a tree today so that those in future can have shade. Selou Dialo's work speaks to all of that in pursuance of a shared humanity for everyone to have the right to sit under that tree and find shade. I'd like to acknowledge where we are today, the Holocaust and Genocide Center. We know very well the events of history in Europe and even here in South Africa. And so this is a place of memory. This is a place of reflection. And it's deeply symbolic and meaningful that we talk about, that when we talk about the values of democracy in the world today, freedom in the world today, that this place reminds us of those who've paid the ultimate price. And so with those words, I welcome you once again to an auspicious event as we acknowledge you, Your Excellency, for who you are, for what you believe in, and for what you've done unwaveringly. Please allow me to welcome warmly Masechaba Mdaka, who is the FNF Sub-Saharan Africa Project Officer, to share a few welcoming words. Masechaba, over to you. Prime Minister Mr. Selou Daline Dialo, recipient of the FNF Africa Freedom Prize 2022. Madame Hajia Halimatu Daline Dialo, Oumou Diallo. Excellencies, representatives of the Diplomatic Corps, ministers, members of parliament, party representatives, delegates of the General Assembly of the Africa Liberal Network, partners of Friedrich Naumann Foundation, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. On behalf of the Friedrich Naumann Foundation, Sub-Saharan Africa Regional Director, Ms. Inga Herbert, and all colleagues from our offices in the region, we warmly welcome you to this auspicious and grand occasion to celebrate one of our own, Mr. Selou Daline Dialo. It is a great pleasure to welcome you and your family and the members of the diaspora of Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG. Since it was established in 1958, the FNF has consistently promoted liberal values within the main focal issue being promoting freedom in order to enable people to live a self-determined life. It is no coincidence that the word freedom features repeatedly in purposes and values of the foundation. So much so that in 2007, the words freedom for freedom were incorporated into the very name of the foundation itself. With the FNF Africa Freedom Prize, we award highly respected and influential individuals who make a real stand for liberal values and who tirelessly defend democracy across the African continent. It is at this time that I would like us also to reflect on the past recipients of the Africa Freedom Prize, whom include His Excellency, President of the Republic of Zambia, Mr. Hakainde Hichilema, who was then the leader of the opposition, Mr. Mmusi Maimane,
Mr. Robert Sentamo Chagulaini, aka Bobby Wine, who is the leader of the opposition in Uganda, and Ms. Chimamanda Ngozi Adichie, renowned writer and thought leader from Nigeria. Since the inception of the Africa Freedom Prize in 2016, FNF has partnered with and featured our prize recipients by highlighting and focusing on their work to pioneer the cause of freedom in Africa through their personality, platforms, and voices. The FNF Africa Freedom Prize recognizes, celebrates, supports individuals who have shown or continue to display courage and being forthright against all odds directed to them in their individual capacity or in their country context and wider society. The prize has gained significant following, continued relevance, prestige, and more notably, given new life into advocacy for the plight of freedom beyond the award ceremony. The culmination of this evening has been a coordinated effort from all our colleagues in the FNF Dakar office and the regional office. I would like to take this opportunity to also appreciate and congratulate Nadia Naman, who just yesterday welcomed her new baby into the world. I would like to thank her for her countless early morning WhatsApps, string of emails, calls, anxiety and laughs shared in between a lot of stress, but making it quite instrumental and making this such a collaborative effort. It gives me great pleasure at this time to welcome my colleague, Mtoba Chapi, FNF Sub-Saharan Africa Multimedia and Communications Officer, or should I say our guru and champion for communication in the region, to take us through the journey together with Prime Minister Selou Diallo, documenting his journey to the Freedom Prize today. I invite all of you to this incredible celebratory evening with us. Merci beaucoup, herzlichen vielen Dank, shukran, siyabonga. I thank you. Good evening, guten Abend, bonsoir. My name is Mtoba Chapi and I'm the head of communications at the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Sub-Saharan Africa office. When it was announced that Mr. Selou Diallo, with an internal vote for the first time in the history of the award, that he was going to be the recipient of the Africa Freedom Prize, the first thing in my job was to go and research if there's any information that we can get out there or that is out there that is profiling him in a way that can explain his political journey. And unfortunately, I didn't find anything of that nature. So we reached out to our regional team and we decided that I thought that it was best that we document his political journey in a way that is going to be beneficial for the institution, but also beneficial for him, for the international community who want to go online and search and find out who Mr. Selou Diallo is. And I think the profile that you're about to see today does play that role. So together with our office in Dakar, we had planned to travel to Guinea to do the profile of Mr. Selou Diallo. But unfortunately, the political situation in Guinea got tense, and the decision was made that we would do the recording in Dakar. There are two significant locations that were selected in this profile, one that signifies the past and one that signifies the future. In the past version, we talk about Mr. Selou Diallo's past, but he also speaks about the past of the African continent. And in the part of the future, we speak about Mr. Selou Diallo's ambitions for his country and for the African continent. And I would like to just say that I think the video itself and the journey that was documented is quite informative, gives a new perspective into Mr. Selou Diallo. It also includes voices from the Liberal International members, so representing the Liberal International family. We wanted to position it as basically saying that Mr. Selou Diallo will continue to enjoy liberal support from the Liberal family globally. Together with the FNF staff, the video was shot internally, it was planned internally, and it was edited internally as well, a collaboration between the FNF offices in Johannesburg and in Dakar. And also thank you again to Mr. Selou's team, people like Joachim, who have been extremely
influential and helpful in us putting this together. I welcome you to enjoy this journey of Mr. Sello Diallo, and I'd just like to say congratulations for receiving the award. Thank you. Qu'on parle de liberté, qu'on parle de Gorée. Et le choix de Gorée, naturellement, me convient parfaitement parce que je suis un homme qui se bat pour la liberté. Et dans cette maison des esclaves, c'est tout à fait approprié qu'on puisse avoir cet entretien ici, parce que tout notre combat, c'est pour que l'homme soit libre et digne, et qu'il ait accès aux services essentiels de base et qu'il puisse s'épanouir dans tout le pays. La Guinée, c'est bien sûr mon pays, le pays qui m'a vu naître, que j'aime tant, dans sa diversité culturelle et linguistique. J'aime ce pays et j'ai envie d'instaurer là une démocratie apaisée, un État respectueux des libertés fondamentales et des droits humains. Je ne souhaite naturellement pas que mes enfants et mes petits-enfants vivent les mêmes difficultés que mon grand-père, mon père et moi-même avons vécu en termes de restriction des libertés. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique, pour essayer d'instaurer une démocratie apaisée, un état de droit qui va garantir l'égalité des chances et des droits à tous les citoyens de mon pays. Oui, sur certains aspects, la situation en Guinée est largement couverte par la presse internationale, sauf un aspect qui est très complexe, qui est considéré comme étant très sensible, c'est le tribalisme et l'ethnocentrisme. Parce que les Guinéens, souvent, sont victimes de discrimination fondée sur leur appartenance politique ou leur appartenance ethnique. Cet aspect n'est pas suffisamment couvert. Mais c'est un défi, un challenge, pour lequel je me bats en tant que leader politique pour assurer l'égalité des citoyens en droit, pour assurer l'égalité des chances de tous les fils du pays. Parce qu'il y a effectivement un problème de discrimination aiguë fondée sur l'appartenance ethnique ou l'appartenance politique. Parce que, pourquoi les libertés individuelles sont importantes? Mais c'est parce que c'est un homme libre qui peut créer, c'est un homme libre qui peut réfléchir, c'est un homme libre qui peut agir, contribuer à l'amélioration de ses propres conditions de vie, mais également contribuer à la création de richesses dans son pays et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Parce que c'est un homme libre qui peut créer des entreprises, c'est un homme libre qui peut faire des recherches, qui peut innover et qui peut donc contribuer à l'amélioration des conditions de vie de tout le pays. Il y a eu beaucoup de restrictions de liberté dans notre pays et c'est pourquoi j'ai décidé de faire de la politique. C'est pour justement lever toutes les contraintes qui pèsent sur la liberté des citoyens, garantir l'égalité des droits et l'égalité des chances à mes compatriotes. Les restrictions de liberté, on a connu après l'indépendance, il y a eu vraiment la révolution avec le socialisme scientifique, on a assisté à des pendaisons publiques, à des justices expéditives et à plusieurs autres formes de restrictions. Je veux que le Guinéen soit un homme libre dans une société libre et apaisée. Pourquoi la démocratie est importante? Parce que c'est elle qui permet aux citoyens guinéens d'exercer ses droits et ses libertés. Ses droits et libertés, pour d'abord choisir ses dirigeants à tous les niveaux, au niveau local, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Il faut que les Guinéens choisissent librement, c'est d'abord ses dirigeants, et choisissent librement l'activité qu'il doit exercer, choisir librement le parti auquel il va adhérer avec le projet de société qui lui convient. Cette liberté est indispensable pour le progrès et pour la cohésion sociale.
My name is Karl-Heinz Paquet. I'm Deputy President of Liberal International, and it's a great pleasure for me that Cellou Diallo has been elected into the Bureau. That is a great enrichment for us because he's an expert in development issues not only in Africa but globally. So we will profit from his expertise and his work, and I'm sure that he will be a very strong representative of Africa. Je suis Annemine Teuterbroek, je suis président d'honneur de l'Internationale libérale que j'ai présidée pendant plusieurs années, et je suis très heureuse de voir que l'ancien Premier ministre, M. Cellou Diallo Dialène, a été élu à la vice-présidence de l'Internationale libérale. C'est un grand démocrate, un grand libéral, un grand humaniste et un représentant absolument remarquable de l'Afrique. Je suis très fière du résultat. Je suis aussi très fière d'avoir un vice-président qui représente l'Afrique, qui est M. Cellou Diallo. L'Afrique est l'opportunité de ce siècle, mais aussi le défi de ce siècle. Mon projet politique et mon rêve pour la Guinée, c'est d'abord de doter le pays d'une administration tournée vers le développement, une administration efficace, débarrassée du laxisme, de la médiocrité et de la corruption, pour être délivrée de services de qualité aux fils du pays, aux citoyens guinéens. Évidemment, doter le pays d'infrastructures modernes, faire en sorte qu'il y ait un réseau routier moderne, praticable en toute saison, faire en sorte qu'il y ait de l'électricité disponible, électricité de qualité, mais aussi de l'électricité abordable par le prix à tous les citoyens, donner de l'eau potable à l'ensemble de la population, mais surtout construire une nation, mettre fin à l'ethnocentrisme et au tribalisme, mettre fin à la violence d'État, faire en sorte que l'égalité des droits et des chances soit assurée pour tous les fils du pays. C'est un vaste programme, je ne peux pas tout dire, mais créer des institutions, assurer la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions, surtout veiller à ce qu'il y ait une justice indépendante qui doit être un recours sûr, aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises et les associations. Oui, mon engagement politique se justifie aussi par le choc que je ressens en tant que Guinéen, de constater ce paradoxe. Un pays que la nature a gâté, la Providence a donné tout à la Guinée, de l'eau, des mines, des ressources humaines de qualité. N'oubliez pas que la Guinée recèle au moins près de la moitié des réserves mondiales de la bauxite. Le meilleur fer au monde encore inexploité. Du diamant, de l'or, de l'uranium, tout ce qu'il faut pour rendre les Guinéens heureux. Malheureusement, en raison de la qualité des politiques publiques, aujourd'hui la Guinée reste un des pays les plus pauvres de la planète. À travers l'indice de développement humain, à travers le niveau de pauvres, d'extrêmes pauvres dans la société. Donc c'est ce choc qui m'a motivé, qui m'a engagé, parce que je vais mettre fin à ce paradoxe en faisant de la Guinée un pays émergent, parce que toutes les possibilités existent. La reconnaissance, d'abord celle du peuple de Guinée. Croyez-moi, lorsqu'en 2010, j'ai noté que j'ai engagé 44% des suffrages valablement exprimés, alors que le second venait seulement avec 18%, je me suis senti flatté par cette confiance du peuple. Parce qu'il y avait juste 2 ans que j'avais commencé à faire la politique. Donc c'est une source de fierté pour moi, cette reconnaissance d'abord intérieure, mais ensuite, au niveau international, je bénéficie d'une grande crédibilité, d'une grande confiance qui m'a valu des prix. J'ai eu le prix de la culture démocratique par l'Observatoire panafricain de la démocratie. J'ai eu le corridor de la paix. J'ai été élu vice-président de l'Internationale libérale. Et bien entendu, tous ces prix-là, c'est l'expression, c'est l'illustration de la confiance que l'extérieur me porte.
Et donc j'en suis très, très, très fier et ça m'engage à rester bien sûr constant dans ma ligne de défenseur ardent de la démocratie, des droits et libertés des citoyens guinéens. Bon, l'African Freedom Prize que la FNF a décidé de me décerner vient naturellement couronner tout le succès que je suis en train d'engager à l'international. Parce que la fondation Frédéric Naumann pour la liberté est une fondation crédible dont le rôle est reconnu dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit et des libertés. Donc je suis très fier qu'une institution, qu'une organisation aussi crédible, aussi engagée pour la promotion de ces valeurs décide pour cette année de faire de moi le récipiendaire de ce prix extrêmement prisé, extrêmement recherché par tous les leaders de notre continent. Je suis fier et je voudrais exprimer ici mes profonds sentiments de reconnaissance et de gratitude à la Fondation Frédéric Naumann et je veux assurer ses dirigeants que je serai digne de cette confiance. Donc j'ai décidé d'attribuer la subvention qui accompagne ce prix à une ONG dénommée Humanitaire pour la protection des femmes et des enfants. C'est une ONG qui opère en région forestière et surtout qui essaye d'aider à la protection de la dignité des femmes, qui lutte contre l'excision, contre les violences domestiques, contre les viols, grâce à des programmes qui attirent déjà l'attention de beaucoup de monde, aussi bien à l'intérieur de la Guinée qu'à l'extérieur. Donc je vais effectivement attribuer ce montant de 15 000 € à cette dynamique dame qui se bat pour l'égalité des sexes et contre les violences faites aux femmes. And I think that announcement at the end really deserves a rousing applause. As South African women, we understand very much the importance of feeling secure. Thank you for that. I think it was really poignant that in telling and sharing his story with you, he stood on the slave colony of Gore in Dakar, where I've been. And in fact, he stood with the door behind him quite open, and that's known as the door of no return. Because many who were forcibly taken from this continent in the transatlantic slave trade knew they would never return. But almost 450 years later, many have started to return. And that's what I think we need to reflect on. Because Maya Angelou, who is a highly respected poet, a high priestess of poetry, once said, freedom is knowing that you belong to no place. And yet, you know you belong to every place. Which basically means that freedom is not limited by geography, or space, or ideology, or the limitations of society. Freedom is where you belong, wherever you may be. And I'm quoting Maya Angelou because I think the work of the Friedrich Naumann Foundation acknowledges that freedom is the essence of the values that transcend our cultural, political, historical dynamics. They transcend time and space. And so with those words, I'd like to introduce to you Inga Herbert, who is the Executive Director of FNF in Sub-Saharan Africa, for her address. Dear Selou Dalin Diallo, recipient of the Africa Freedom Prize 2022. Dear Mrs. Diallo,
dear members of Cellou Dalein Diallo's delegation of various ranks, ministers, members of parliaments, party representatives, delegates of the General Assembly of the ALN, partners of the Friedrich Naumann Foundation, dear Lerato Mbele, dear guests, dear friends. Today, we celebrate the recipient of the 2022 FNF Africa Freedom Prize. We celebrate you, Cellou. Cellou, you absolutely embody and represent what the prize stands for. Yours is a long walk, yours is a marathon to freedom. Born in Northeast Guinea, you studied economics in Guinea, in France, and in Washington. 1976, you joined the Development Department of the Guinean Central Bank, where you were head of the Budget Department, later General Director. From 1996 to 2004, you had various ministerial posts under the autocratic President Lansana Conté. From December 2004 till April 2006, you were Prime Minister in Guinea. The term of office was characterized by the generally poor economic situation and high inflation. Measures to liberalize the economy and reduce protectionism fail due to resistance from the militant trade unions and the increasingly erratic president, who dismissed you from office on April 5, 2006 without official explanation. You were elected president of the Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, in November 2007. The party is reformed and established as democratic alternative in all regions of the country. First contacts with the Liberal International and African liberal movements in this time. After Captain Dadis Camara's military coup in December 2008, you took on the role as leader of the opposition against the military's ambitions to remain in power. In September 2009, you were seriously wounded when security forces opened fire on peaceful protesters in Conakry Stadium. In the 2010 presidential elections against Alpha Condé, the UFDG becomes the strongest political force with 44% of the votes. However, you lost the second ballot, which was marked by irregularities. During the reign of President Alpha Condé, you remain the undisputed leader of the opposition, campaigning against the president's massive corruption and increasingly autocratic methods. You opposed ambitions of Condé to change the constitutions to secure indefinite re-election. The presidential election of 2015 and 2020 will be decided in Condé's favor without international observers through massive electoral fraud. In the increasing repression, around 250 of the UFDG party members are victims of the regime and thousands more are arbitrarily arrested. The UFDG headquarters is devastated several times, and you were under house arrest for a long time. After the military coup and Condé's ouster in September 2001, you were calling for early elections and a democratically legitimized government. You again became the most important voice against those in power in uniform. The military junta responded with personal attacks. Your home in Conakry is evicted and bulldozed. A fabricated charge of alleged embezzlement in 1996 resulted in an arrest warrant. Since then, you had to leave the country to avoid jail, and you are now living in Dakar and Paris since June 2022. We have seen in the film you've been Executive Vice President of Liberal International since May 2017. In your strive, Cellou, you have always been guided by liberal values. A brilliant economist and politician, you have been fighting for the past decades for freedom, democracy, rule of law, and human rights to reign in your native country, Guinea. Your project of society is inspired by liberalism, where the individual is at the heart of all,
where human dignity and respect for each citizen is a guiding principle of society, economy, and politics. All your life you have been fighting for liberal principles like private initiative, free markets, and a liberal economy. Your vision is a society where equal opportunities and conditions are guaranteed by the state and where nobody shall claim privileges without deserving them. Dear Selou, today we celebrate a great liberal and humanist. Freedom continues to be compromised in your Guinea by a military junta which uses authoritarianism to govern and organize society. The junta, which has promised to make an end to these practices of the past, continues to restrain liberties and fundamental rights. The denial of a political dialogue by the military junta in Guinea has led to massive violations of human rights and even crimes against humanity. We must hold political leaders, individuals accountable for crimes against humanity and to advocate freedoms and rights that people are ought to enjoy everywhere in Africa. Access to justice for all victims needs to be established. Impunity leads to continued division and violence. Selou, the Friedrich Naumann Foundation and the Liberal Family stand in solidarity with you and pledge our continued support. We stand together in a globalized world which is threatened by an identitary crisis and the rise of populism. We believe in international cooperation, solidarity between peoples and states, multilateralism, and the joint solution of crises and conflicts. The international community will not give up Guinea and will continue to strive for the establishment of constitutional order, peace, and the respect of rule of law, human rights, and democracy in Guinea. Dear Selou, this award celebrates your long fight for freedom and human and fundamental rights, as well as your commitment for democratic culture in your native Guinea, in Africa and in the whole world. It is a long walk, a marathon across obstacles, but we believe in ultimate success. Freedom is not for free, but we have to fight for it, cherish it, and protect it every day. May the Africa Freedom Prize encourage you and continue to strengthen your motivation to continue your fight for freedom for the people of Guinea. Selou, I would now like to invite you to receive the Africa Freedom Prize. Please join me on the stage. Madame la directrice de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté et pour l'Afrique subsaharienne, Ingerbert, Monsieur le directeur de la FNF pour l'Afrique de l'Ouest, Joachim Holden, Monsieur le président du réseau libéral africain, mon ami Gilbert Noël Ouédraogo, Madame la modératrice, Lerato Bélé, Monsieur le ministre en exercice, il y a beaucoup d'anciens ministres et de députés. Je crois que Sidi Touré est le seul ministre en exercice. Il faut que je le rappelle, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Distingués invités. Je suis très heureux d'être parmi vous ce jour, dans ce beau pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, pour recevoir l'Africa Freedom Prize 2022. Le lieu est bien choisi pour décerner un prix qui célèbre la liberté et l'idéal libéral dans le monde. L'Afrique du Sud étant une terre dont l'histoire
est un magnifique récit de ce que les hommes et les femmes peuvent réaliser comme chemin quand ils se donnent la volonté. Les Sud-Africains ont aboli l'apartheid et ont construit une société démocratique, juste et inclusive. Je tiens à les féliciter pour ce combat noble pour la liberté. Madame Ige, l'homme de votre fondation porte le nom. Et le premier à prendre conscience de l'importance de la justice sociale et de poser objectivement cette question sur un angle non marxiste. Sa doctrine fonde ce puissant mouvement libéral moderne qui est le nôtre et dont nous nous réclamons tous avec fierté et conviction. La récompense, j'allais dire la reconnaissance, qui m'est décernée ce jour, honore la formation politique que je dirige, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je voudrais dédier ce prix aux millions de militants et sympathisants de ce grand parti, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui se battent encore avec nous pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit en République de Guinée. J'ai une pensée émue pour les centaines de personnes qui ont perdu la vie dans ce combat que nous menons, ainsi que celles et ceux qui portent en eux les séquelles des brimades et de la répression sanglante et aveugle qui s'est abattue sur nous depuis plus d'une décennie. Je rends un hommage appuyé aux nombreux héros qui mènent ce combat pour la liberté, la démocratie et l'état de droit, au péril de leur vie, dans des conditions extrêmement difficiles. En Guinée et ailleurs en Afrique, parce qu'ils sont conscients et convaincus que notre continent mérite une meilleure gouvernance pour nos populations. Mesdames et messieurs, la lutte pour la liberté, la démocratie et l'état de droit est un combat difficile à mener en raison des conservatismes et des capacités des détenteurs du pouvoir, pas seulement des capacités, de la volonté, à utiliser l'appareil d'État pour réprimer les populations et assurer l'impunité à leurs mandataires qui agissent en violation de la loi. C'est donc un combat qui nécessite d'énormes sacrifices et beaucoup de prise de risques. Nous faisons souvent face à un appareil répressif capable de commettre les pires atrocités contre la population, avec des intimidations, des assignations à résidence surveillée, des interdictions de manifester, interdiction de voyager, calomnie, répression barbare et sanglante au cours desquelles des centaines de vies humaines ont été perdues. Je tiens à illustrer ce passage. En 2020, lorsqu'Alpha Condé a voulu changer la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat, alors qu'il avait juré sur une Constitution qui stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Le peuple s'est mobilisé pour protester contre cette velléité de s'éterniser au pouvoir. Nous avons organisé des manifestations, mobilisé plus d'1 million de personnes. On a abattu, souvent à bout portant, ces manifestants. 104 citoyens ont été abattus. Ils n'ont pas eu droit à la moindre justice, à la moindre enquête. Les commanditaires et leurs auteurs continuent de jouir de l'impunité. Ces victimes, c'était souvent des enfants de 15 ans, de 20 ans. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu droit à la justice, et moins encore à la vérité et à la réparation.
Après 11 années d'un régime attentatoire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, nous pensions que nous en avions fini avec la dictature, avec l'arrivée au pouvoir de la junte le 5 septembre 2005. Beaucoup d'entre vous ont été surpris lorsque j'ai approuvé ce coup d'État. J'ai félicité la junte. Le contexte était quoi? Le siège de l'UFDG était occupé par l'armée. Mes propres bureaux de président du parti occupés par l'armée. Mon épouse ne pouvait pas honorer ses rendez-vous médicaux parce que son passeport était confisqué. La plupart de mes collaborateurs étaient en prison. Moi-même, mon passeport était confisqué. Mon premier vice-président qui avait aussi un rendez-vous médical pour traiter ses yeux, son passeport était confisqué. Il n'a pas pu honorer le rendez-vous avec son médecin. Toutes les bonnes volontés sont mobilisées pour qu'on laisse les malades, dont mon épouse et mon premier vice-président, pour qu'ils aillent se soigner. C'était niet. Lorsque l'armée a pris le pouvoir, ils nous ont restitué ces droits élémentaires. Ils nous ont rendu nos passeports, libéré les locaux et l'autorisation de voyager a été donnée. Mais croyez-moi, ce n'est pas en raison de la restitution de ces droits élémentaires que j'ai soutenu les jeunes. Il y a un discours fort qui avait été tenu. Ils nous ont dit qu'ils vont restaurer la démocratie. Je les cite. Ils vont mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens. Et ils vont tout faire pour rendre le pouvoir à celui que le peuple élira. Nous avons considéré que Alpha Condé exerçait un pouvoir illégal et illégitime, un troisième mandat, illégal et illégitime. Et lorsque les militaires ont prononcé ce discours, nous étions rassurés. Nous avons félicité, soutenu. Et moi-même, je me suis fait avocat de la junte, ce qui a surpris beaucoup de gens. J'ai dit non, l'ordre constitutionnel était déjà rompu par le président Condé, parce que l'accord additionnel sur la démocratie et la gouvernance de la CEDEAO interdit la prise du pouvoir par les armes, mais aussi par la modification des textes. J'ai parlé, j'ai été partout, en Europe, en Afrique, pour défendre les jeunes soldats, pour demander le soutien de la communauté internationale pour qu'on accompagne la junte dans l'organisation du retour à l'ordre constitutionnel. Donc voilà dans quel contexte. Moi, beaucoup de gens m'ont reproché comment tu peux approuver un coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État, y compris des amis de chefs d'État. Comment tu peux approuver un coup d'État? Tu ne sais jamais. Bien évidemment, un an après, on s'est rendu compte que c'est difficile. Et les militaires ont changé. Et ils ont commencé à harceler judiciairement. Ils ont créé la CRIEF. Ils ont engagé une opération de récupération des biens supposés appartenir à l'État. Ma maison a été confisquée sans qu'on me demande aucun justificatif, sans passer par la justice. Elle a été réduite en poussière. Et hier, on a inauguré l'école qu'on a construite sur le terrain. J'ai toujours les titres fonciers, l'ensemble des documents qui mettent en évidence ma pleine propriété sur la maison. J'ai contracté un emprunt auprès de la banque, le contrat de prêt est là, le chèque de banque qui a payé, l'hypothèque, tout et tout. J'ai porté plainte à la justice. Jusqu'à présent, la justice n'a rien dit. Elle ne fait que renvoyer. Et hier, l'école a été inaugurée. Je reviens à mon discours. Je voulais dire aujourd'hui même, des responsables de la société civile, des leaders politiques sont persécutés, privés de leur liberté, pour la simple raison qu'ils ne veulent pas transiger avec leurs convictions libérales et régner la défense de la démocratie et de l'état de droit. Aujourd'hui, Fonike Mangue, le patron, le premier responsable du FNDC, Ibrahima Diallo, Saïkou Yaya Bari, ils sont encore en prison. Et d'autres leaders politiques. Et sans motif valable. Mesdames et messieurs, oui, ce prix récompense sans aucun doute des efforts du passé et un travail déjà accompli.
pour la cause de la liberté en Afrique. Mais l'obtention de ce prix ne peut être considérée comme un aboutissement. Au contraire, je perçois ce prix comme un contrat moral, un engagement mutuel entre moi et la Fondation. À moi, cette noble mission de continuer le combat sans compromission pour la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance dans mon pays. À la Fondation de poursuivre son assistance et son soutien dans cette noble lutte pour la promotion et la défense des valeurs que nous partageons. Je parle de nous tous, vous qui êtes là aussi. Ce prix m'oblige à tenir bon, à garder le cap, à montrer la voie aux millions de mes compatriotes qui croient à mon leadership, qui croient à mon intégrité, qui croient à ma volonté d'assurer l'égalité des droits et des chances au peuple de Guinée, comme je le disais, mais d'assurer la sécurité et la prospérité de tous les fils du pays. De réconcilier les Guinéens. Et l'Afrique du Sud est un exemple. Depuis l'indépendance, il y a eu trop de violence dans notre pays. Trop de violence. Nous aurons besoin de réconciliation, mais une réconciliation bien pensée, qui suppose le droit à la vérité. Le droit à la justice. La justice ne signifie pas renvoyer nécessairement les gens en prison, mais le droit à la réparation lorsque c'est possible. Et puis, l'obligation aussi de pardonner, l'obligation morale de pardonner son compatriote pour qu'on s'engage sur une nouvelle voie, la voie de la tolérance, de la confiance, de la fraternité. Des Guinéens qui ont partagé ce beau pays verdoyant, ce beau pays riche, et dont les populations ploient sous la misère. Et je pense qu'avec les valeurs que nous partageons, je vais réussir à réconcilier les Guinéens, à développer ce pays avec votre soutien, Madame Ning. Vous m'encouragez par ce prix à tenir et à persévérer dans les conditions difficiles, je l'ai dit, on le sait. Mais votre soutien est un soutien inestimable pour ma personne, pour le parti que je représente, pour les partis libéraux qui sont là, qui sont attachés à ces valeurs et qui risquent souvent leur vie pour les faire triompher dans leurs pays respectifs. Mais au-delà de mon cas particulier et celui de ma formation politique ou du réseau libéral africain, ce sont des couleurs de libéralisme qui sont portées aujourd'hui si haut. C'est les valeurs qu'on a essayé de défendre, que vous avez célébrées. Ce n'est pas nécessairement les personnes, mais c'est parce qu'on a eu le courage, l'honnêteté, la constance de les défendre dans des conditions difficiles. On a subi beaucoup de choses, mais on a persévéré. Croyez-moi, on va continuer à persévérer. Les démocrates africains, les libéraux qui sont là et d'autres risquent l'exil, la prison, parfois la mort. Ils savent aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls dans l'épreuve, qu'il y a des gens qui observent, qui apprécient, qui soutiennent. Des hommes et des femmes épris de liberté et de fraternité humaine sont à leur côté sur le dur chemin de la conquête de la démocratie et des libertés. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quelles que soient les difficultés, la victoire est proche. En Afrique aussi, la démocratie finira par triompher. Il n'y a plus de place pour la dictature. Madame Inge, votre soutien, celui de votre fondation et votre confiance décuplent aujourd'hui mon énergie et m'encouragent dans ma détermination. Je ne reculerai pas dans la défense des valeurs que nous partageons. Je vous en fais la promesse. Je ne suis pas le seul à lutter pour que la liberté et la démocratie soient enfin une réalité en Guinée et en Afrique. Le peuple de Guinée, dans sa grande diversité linguistique, culturelle, politique et dans une large majorité, soutient
mon ambition pour la Guinée et les Guinéens. Je rappelle que mon slogan, le slogan du parti, c'est unir et servir la Guinée et l'Afrique. Je tiens, Madame, à vous remercier, ainsi qu'à l'ensemble des membres du jury dont le travail a conduit à me distinguer parmi tant de responsables, non moins méritants, sans doute. Ces remerciements vont également à votre équipe de Dakar, chargée de l'Afrique de l'Ouest, que dirige avec clairvoyance mon ami Joachim Holden. Je voudrais ici, devant vous, lui rendre hommage, lui et son équipe, notamment Daouda Seck. Qu'une fondation d'une telle renommée m'accorde le mérite de recevoir ce prix. J'ai parlé dans le truc de votre crédibilité. Pourquoi je suis fier? Parce que la fondation qui est la vôtre a de la crédibilité. Elle a la confiance de beaucoup de libéraux dans le monde, ou simplement d'hommes et de femmes honnêtes qui voient le travail que vous êtes en train d'accomplir au service de la liberté et de la démocratie. Sachez-le donc, mes chers collègues responsables de partis libéraux africains, honorables invités, j'accueille et j'accepte cette distinction avec beaucoup de fierté et de reconnaissance. Être le récipiendaire de ce prestigieux prix est un immense honneur que je dois à vous tous, à vos constants soutiens, à vos accompagnements dans mon combat pour la défense des valeurs que nous partageons. C'est donc notre prix à tous qui, à travers ma personne, vise à saluer et à reconnaître nos engagements pour un monde meilleur, une humanité affranchie des injustices et des inégalités. Mesdames et messieurs, encore une fois, permettez-moi de vous adresser toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements pour le choix porté sur ma modeste personne et à travers moi tous les combattants de la liberté et de la démocratie en Guinée et en Afrique. La Fondation Frédéric Naumann pour la liberté, depuis qu'elle a vu le jour en 1958, dans un contexte marqué par la fin de la Seconde Guerre mondiale et des luttes pour les indépendances, a œuvré et continue d'œuvrer pour l'émancipation des hommes en renforçant l'éducation et la culture de la citoyenneté. À travers un peu partout dans le monde, la Fondation encourage des initiatives et soutient des projets qui permettent à des hommes et à des femmes de reconquérir leur dignité. Il nous faut néanmoins demeurer alertes et vigilants pour maintenir haut le niveau d'exigence pour nos libertés individuelles et collectives, en ayant en conscience cette pensée du président Nelson Mandela. La liberté ne peut jamais être tenue pour acquise. Chaque génération doit la sauvegarder et la prolonger. Je vous remercie. So, encore félicitations à Votre Excellence. Et je veux dire merci encore, un remercie à la Frédéric Naumann Fondation pour cette opportunité. So because His Excellency has really spoken to the values of a democracy, particularly as it applies to the context in Guinea, I think what I will do is just keep our conversation really brief so that we get an understanding of what those values mean for the evolution of Africa as a continent as a whole. He's spoken to the things we know, the norms of a democracy, institution building, supporting civil society, those intrinsic values of plurality, inclusivity, security for the population,
and constitutionality. But what I would like to know from you, Your Excellency, is your view on freedom, democracy, and human rights in the rest of Africa, and whether or not we are seeing people really embrace democracy in the way in which you see it. J'ai pas bien compris la question. So, in the rest of Africa, the values you hold dear, are they taking shape in the democracies we are seeing? Très bien, naturellement non. On a dit il y a des résistances, il y a des groupes de pression, il y a des pouvoirs qui sont exercés par la négation des valeurs libérales pour enrichir l'élite dirigeante, pour opprimer la population. Lorsque vous voulez changer cette situation, naturellement, les bénéficiaires de ce système essayent d'utiliser, et très souvent, je l'ai dit, utiliser même les moyens, les prérogatives de l'État pour réprimer les combattants de la liberté. Je donne un exemple, j'en ai parlé. Je donne l'exemple parce que dans notre pays, la Constitution avait donné le privilège de juridiction au ministre et au président de la République. Pendant 10 ans, le président a refusé de mettre en place la justice, la haute cour de justice, qui était seule habilitée à juger les ministres et les présidents. Alors vous n'avez pas de recours. À l'Assemblée, le parti au pouvoir est majoritaire. Vous voulez mettre une commission de vérification de la gestion gouvernementale, la majorité décide que c'est non. Vous allez manifester dans la rue pour protester contre la mauvaise gouvernance, on réprime, on tue les gens à bout portant et on refuse de leur donner le droit à la justice. C'est sûr que le combat pour la démocratie, l'état de droit, il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi beaucoup de résistance. Donc ça ne se passe pas comme on veut, et c'est pourquoi c'est devenu risqué de s'engager dans la lutte politique pour voir instaurer la démocratie et l'état de droit. Mais nous n'avons pas le choix, parce que le peuple veut la liberté. Un homme, il veut être libre. Et il veut aussi vivre dans des conditions dignes. Lorsque les ressources sont confisquées par une minorité au pouvoir et que la pauvreté continue de sévir, et vous n'avez aucun recours contre l'État parce que l'armée, les forces de défense et de sécurité sont au service et la justice est instrumentalisée, même la justice qui existe, lorsque vous portez plainte contre le parti, contre les gens au pouvoir ou contre leurs relations, vous n'avez pas gain de cause. Donc c'est un combat difficile, ça ne se passe pas comme on le souhaite, et c'est pourquoi c'est un combat exaltant et noble, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être dans une opposition en Afrique et de lutter contre justement ces mauvaises pratiques que je viens de dénoncer qui relèvent de la mauvaise gouvernance. All right, so democratic values under threat. The more things change, the more they stay the same. Rent-seeking behavior on the part of the elite. What needs to change? If the leaders are going to resist it, how can the people use their agency to change situations around them? Je constate qu'en Afrique, il y a une tendance à faire un recul de la démocratie. Mais il faut aussi que les libéraux, ceux qui sont attachés à ces valeurs, essayent, par la coopération internationale, par la vigilance, de protéger, d'aider, de dénoncer les abus du pouvoir dont sont victimes les démocrates et les acteurs de la société civile qui s'engagent dans la dénonciation des dérives dictatoriales des gouvernants. Et malheureusement, la communauté internationale est devenue timide. Je peux même parler des communautés régionales, la CEDEAO, l'Union africaine, je ne vais pas parler, même l'Union européenne, où il y avait des dispositions dans l'accord de Cotonou qui contractualisaient entre l'Europe et les pays ACP le respect des valeurs démocratie, droits humains, liberté. L'Europe s'était donné même le droit d'interpeller un pays ACP qui violerait ces dispositions. Aujourd'hui, dans la pratique, on sautait le plus souvent. Et ça encourage
les dictateurs à continuer à violer les droits humains, à violer les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Donc on a besoin d'une coopération internationale pour renforcer entre ceux qui partagent les mêmes valeurs pour qu'il y ait une solidarité forte entre les acteurs, entre les hommes et les femmes qui défendent les mêmes valeurs. Yeah, and the whole conversation about regional organizations seizing the mantle is a conversation for a whole nother day. I'd like you, Your Excellency, to please wear your hat as an economist. And we know that democracy also means access to resources, education, water, healthcare for people. You spoke about it in your speech. Could you just give us your view on how changing economic policy, changing the material conditions of people, really enhances the freedom we're talking about? Bon, d'abord, il faut créer un environnement favorable à l'investissement privé. L'État ne peut pas tout faire, mais l'État doit être vigilant. Lui-même, il doit pouvoir imposer à ses fonctionnaires une certaine rigueur, une certaine probité, en sanctionnant les dérives, la corruption et le détournement des deniers publics. Et ensuite, créer un environnement favorable à l'investissement privé, définir clairement les règles et les faire respecter pour attirer les investisseurs étrangers et encourager les investisseurs nationaux à investir. Parce que c'est s'il y a création de richesses que l'État peut prélever, un État libéral, et en tout cas un État responsable, prélever suffisamment d'impôts pour réaliser des infrastructures, garantir l'éducation à tous les enfants en âge d'aller à l'école et veiller à ce qu'il y ait un système éducatif performant, un système de santé et puis des infrastructures modernes qui favorisent justement la création de richesses. Mais il faut que l'impôt payé soit naturellement sécurisé par la vigilance, par le respect des lois relatives à la lutte contre la corruption et au détournement des deniers publics. Donc, une politique économique libérale, bien entendu. Mais vous savez, il y a beaucoup de politiques économiques libérales, même si les gens n'assument pas leur libéralisme, parce que pendant longtemps, on a discrédité le libéralisme. Même lorsqu'on le faisait, on dirait un libéralisme à visage humain. Aujourd'hui, les politiques économiques sont généralement libérales, même lorsque les gens, parce que c'est efficace. Ça permet de progresser, d'avoir un taux de croissance plus important et d'avoir la richesse. Mais il faut que cette richesse, la part qui revient à l'État, ne revienne pas au profit des dirigeants. Il faut qu'elle revienne au trésor public, qu'elle soit investie pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc lorsque vous avez des bonnes politiques, parce que même au niveau de l'aide publique au développement, les gens, le critère, c'est la qualité de la gouvernance. Alors, la capacité de rembourser, bien entendu, mais la qualité de la gouvernance encourage les créanciers à prêter davantage s'ils sentent que l'argent est bien utilisé dans des projets viables et économiquement rentables. Ils sont motivés à prêter davantage à ce pays. Mais il faut une bonne politique macroéconomique aussi pour ne pas compromettre le remboursement de la dette. Donc, il y a une série de choses à mener. Un gouvernement libéral, vous voyez les performances que le président Alassane Ouattara réalise pendant presque 10 ans, 9% de croissance. Regardez la qualité des infrastructures en Côte d'Ivoire et au Sénégal avec le président Macky Sall. Il y a une différence qui sort. Et donc, il y a des politiques bien connues qu'il faut mettre en œuvre et puis veiller à la lutte contre la pollution, moderniser les infrastructures, le système éducatif et lutter contre la pauvreté par des mécanismes appropriés. Okay, so liberal market to get the basics right, to invest in social development and alleviate poverty. And finally, the leaders of Guinea are in exile. The people of Guinea are looking for support. You're donating your prize towards social justice initiatives in your country. How else can the people inside Guinea be supported right now so that there's coordination with the leadership outside of the country, but change inside of the country? Bon, d'abord, il faut de bonnes politiques crédibles. Il y a beaucoup de bonne volonté des ONG qui ont envie d'aider, à contribuer, à aider les femmes
pour les protéger, pour leur assurer beaucoup plus de sécurité, moins de violence faite aux femmes. Il y a de bonnes volontés, même des ressources. Mais il faut que le gouvernement lui-même montre sa volonté de mettre fin à certaines pratiques rétrogrades qui compromettent la liberté et l'intégrité physique même des femmes, parce que je parle de l'excision. Il y a des politiques qu'il faut mener, il faut sensibiliser, il faut adopter des lois qui vont dans le sens de l'égalité de l'homme et de la femme et dans le sens de la protection de l'enfant et des femmes. Il y a beaucoup de politiques à mener et à cet égard, il y a des crédits dans beaucoup d'institutions de financement de développement qui sont orientés vers ce genre de questions. Et lorsqu'on est informé, on mène bien des politiques crédibles dans ces différents secteurs, on a des soutiens. La solidarité internationale joue. La solidarité internationale joue. Mais tout dépend de la qualité des politiques publiques que les gouvernements en place mettent en œuvre de manière à rassurer les donateurs, à rassurer les investisseurs, parce que tout est une question de confiance. Il faut créer la confiance, montrer qu'on est attaché à ces valeurs-là, qu'on ne veut pas que la femme soit discriminée, qu'elle travaille avec un salaire, qu'elle soit exploitée d'une manière ou d'une autre. Et ça, je pense qu'on peut le faire lorsqu'on est sensible à l'injustice et lorsqu'on a horreur de voir la discrimination s'instaurer dans son pays, parce que tous les hommes ont besoin de dignité et il faut réunir les conditions de l'exercice de droits des femmes et des enfants, en particulier, qui sont des minorités, qui sont des catégories fragiles. Your Excellency, thank you very much. What I've understood is the quality of a democracy is reflected in the quality of the leaders who are conscientious and care about the most fragile, marginalized citizens. And when you do that, you build trust. And it's that trust we're looking for across Africa. Thank you very much for your time. Merci.